Des compétences qui soient les mêmes que celles imposées déjà au secteur de la petite enfance en ce moment. Une formation qui devrait être organisée par les services compétents, les services de l'ONE, Kinengesin et tout le secteur de la petite enfance est concerné, bien entendu. On l'a constaté, le système des titres-services est un immense succès. Élargir encore sa sphère de compétences ne pose-t-il pas le problème de financement ? C'est vrai que les titres-services, là, représentent un budget énorme pour l'État, 569 millions d'euros, si ma mémoire est bonne, rien que pour 2007. Donc c'est vrai que c'est énorme, mais le succès des titres-services n'est plus à démontrer. On espérait 25 000 emplois en 4 ans. Ils ont permis de créer entre 40 et 60 000 emplois en 4 ans. Donc c'est énorme, c'est un succès inespéré et cela a permis de lutter contre le travail au noir. Donc le système est efficace, il est prouvé, il faut effectivement revoir son financement, il va falloir revoir tout le budget. Ça c'est prévu, des pistes ont déjà été avancées par le précédent gouvernement. Il est clair qu'en 2008, il faut revoir le financement structurel des titres-services, mais cela ne remet pas en cause l'efficacité du système. Reste à cette proposition de loi de suivre tout le parcours parlementaire qui, espérons-le, aboutira à une concrétisation. Ce sera alors un soulagement pour bon nombre de parents. Voilà, Hervé Jamard, une proposition, mais on pourrait ne pas s'arrêter là. On pourrait ne pas s'arrêter là. Effectivement, les titres-services, Florence l'a dit, c'est un succès considérable, 60 000 emplois. Et donc, l'enfant, c'est très important, les 0-3 ans, puis les 3-12 ans avec l'extension aussi des déductions pour frais de garde. On a déjà poussé jusqu'à 11,20 € par jour, c'est quand même assez important. Je crois qu'on pourra encore aller plus loin. Et moi, je pense personnellement aux personnes âgées qui vivent dans la famille. Et cette famille, de temps en temps, elle doit faire ses courses. De temps en temps, elle souhaitera aller au cinéma, un peu se promener. Et donc, l'extension des titres-services, sans concurrencer bien sûr le monde médical ou paramédical, on n'en est pas du tout là. Un dimanche après-midi ou en semaine, quelqu'un pourrait aussi, dans le cadre des titres-services, s'occuper, garder des personnes âgées qui sont devenues difficilement mobiles, je veux dire ça comme cela, et donc permettre aux familles de souffler un peu. Ça permettrait aussi de ne pas tout de suite caser, excusez-moi l'expression, des personnes dans des homes, dans d'autres résidences. Donc je crois aussi qu'on peut étendre cette formule de titre-service. Voilà, et on parlait de social, on a d'ailleurs tout un groupe d'enfants qui ne sont pas encore concernés par la garde extrascolaire, ils en profitent bien de la foire, ce qui est bien. Alors, on retrouve Didier Seguin pour la séquence du syndicat. Alors, Didier, j'ai été sur le site de la CGSLB et j'ai pris un de vos communiqués, le bénéfice durable. La CGSLB se prononce clairement en faveur des avantages liés aux résultats. Alors là aussi, c'est un peu particulier de lire ça, je dirais, sous la plume d'une organisation syndicale. Non, pas du tout. L'âme humaine étant ce qu'elle est, il faut toujours un petit plus pour obtenir plus des gens. Et donc les interlocuteurs sociaux se sont mis d'accord sur un système d'avantages non récurrents liés aux résultats de l'entreprise. L'originalité étant par rapport aux actionnaires qui touchent aussi des avantages sur les bénéfices de l'entreprise, c'est que ces bénéfices ne doivent pas être purement financiers, mais peuvent être aussi d'ordre social. L'emploi, la baisse des accidents du travail dans une entreprise, le respect de l'environnement pour une entreprise. Tout ça, ce sont ce que nous appelons les bénéfices durables. Donc aussi en matière d'environnement, qualité de vie. Aussi en matière d'environnement, puisque les entreprises ont une lourde responsabilité en matière de respect de l'environnement. Les partenaires sociaux viennent de se mettre d'accord sur un système d'avantages accordés aux travailleurs liés aux résultats de leur entreprise. Contrairement à ce qui se passe pour les actionnaires, ces résultats ne seront pas examinés uniquement sous l'angle pécuniaire. Tout à fait, il ne s'agit pas uniquement des bénéfices financiers de l'entreprise, il y a aussi la possibilité de prendre en compte des avantages qui sont moins matériels, comme par exemple la lutte contre les accidents de travail, la gestion de l'environnement. C'est ce qu'on appelle en quelque sorte le bénéfice durable. Normalement, ce sont les actionnaires, voire l'employeur, qui fixent les objectifs à atteindre. Dans ce système, ce ne sera plus leur prérogative exclusive. Ces objectifs, et c'est un élément essentiel pour nous, ces objectifs seront fixés en concertation, en accord entre l'employeur et les travailleurs, que ce soit au niveau du secteur ou au niveau de l'entreprise, toujours par une convention collective de travail. Et on fixera des objectifs à caractère collectif pour l'ensemble de l'entreprise. Toute rémunération donnant lieu au paiement d'impôts et de cotisations sociales, l'État ne risque-t-il pas d'être le principal bénéficiaire du système ?
eh bien ce sera fiscalement très avantageux pour le travailleur jusqu'à un montant de 2200 €, mais il y aura quand même une cotisation de sécurité sociale parce que c'est aussi un élément important pour nous. Nous voulons garantir le financement de la sécurité sociale, c'est quelque chose d'essentiel. La participation des travailleurs aux bénéfices de l'entreprise est un sujet auquel le syndicat libéral avait déjà consacré un congrès en 1969. Oui, le syndicat libéral a déjà eu l'occasion de marquer son intérêt pour cette question il y a une quarantaine d'années, donc ce n'est pas quelque chose de relativement neuf, et nous sommes contents qu'aujourd'hui, enfin, il puisse y avoir un résultat concret. Maintenant, il ne manque plus qu'un gouvernement pour mettre en œuvre l'accord des partenaires sociaux. Hervé Jamard, une réaction? Oui, une réaction très positive. Je pense que tout le monde est gagnant dans cette formule. Le travailleur, l'employé, le salarié qui s'épanouit, l'entrepreneur qui ne peut que s'en réjouir, et aussi les pouvoirs publics, puisque fiscalement, on peut y avoir un intérêt indirect, comme on l'a expliqué dans le reportage. Donc franchement, une entreprise étant finalement une grande famille, je crois qu'on doit se réjouir de cette proposition du syndicat libéral. Eh bien voilà, on est dans la modernité, ce qui est très bien. En parlant de modernité, j'accueille Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Alors, le mois passé, on s'est quitté en annonçant un événement, et maintenant nous allons commenter l'événement, c'était l'Énergie Day. Oui, Énergie Day, c'était une journée familiale organisée par les mutualités libérales le 23 septembre sur le site du parc Paradisio. Et on va d'ailleurs voir des images, alors des images que l'on va un peu commenter. Alors quel était, rappelons-le, le but de cette journée, Stéphanie? C'était une journée de prévention, donc pour permettre aux membres de la mutualité d'acquérir de bons réflexes au niveau d'une alimentation saine, de l'activité physique, de l'usage des médicaments. Et donc c'était aussi pour les inciter à se bouger. Donc tout au long du parcours, les membres recevaient des informations, des trucs et astuces liés au bien-être et à un mode de vie sain. Ce qu'on constate, c'est que non seulement on n'a pas toujours une nourriture saine, mais on ne bouge plus assez que l'on soit jeune ou moins jeune. Voilà, donc c'était un bon prétexte pour se balader dans le parc Paradisio en famille et découvrir le parc et toutes les animations ouvertes ce jour-là. Stéphanie, je présume que si on veut des informations, il suffit de se renseigner auprès de sa mutualité la plus proche. Oui, ainsi on peut recevoir le calendrier des prochaines manifestations organisées par la mutualité. Voilà, merci Stéphanie, au mois prochain. À la prochaine. Alors, le centre Jean Goll, qui est le centre d'études du mouvement réformateur, sort régulièrement des cahiers. Et le dernier qu'il a sorti s'appelle « Un autre monde culturel est possible », dont voici d'ailleurs la pochette. Alors, une vision libérale de la culture, est-ce possible? La réponse avec Richard Miller. Oscar Wilde écrivait « La culture, c'est l'esprit critique et rien d'autre ». Partant de là, il faut à l'évidence reconnaître que la culture ne peut pas être le monopole d'une quelconque idéologie. Ce qui frappe, c'est que rarement la culture est considérée comme un vecteur déterminant dans la vie quotidienne des individus. Pourtant, elle revêt une importance toute particulière dans le développement de notre société. Quand on parle de culture, on parle forcément d'un régime de liberté, d'un régime de création, de confiance dans les citoyens, dans le choix que les personnes font. Un régime également politique qui essaye de susciter la confiance des gens dans leurs propres capacités. Ça, je pense que c'est vraiment ce qu'il y a au fond de la vision libérale de la culture. Rendre aux gens la capacité de choisir, de se dire j'ai envie d'aller voir ceci, j'ai envie de choisir tel programme à la télévision, j'ai envie d'aller voir telle exposition, de lire tel livre. Faire confiance donc dans la capacité intellectuelle des gens.
D'aucuns sont persuadés détenir la vérité sur ce que doit être la culture. C'est faire peu de cas de la sensibilité individuelle des gens, car ne l'oublions pas, qui dit culture, dit aussi beauté. Il ne faudrait pas non plus tomber dans une espèce de relativisme culturel qui fait que tout est bien, etc. Non, il y a des œuvres qui sont plus importantes, plus intéressantes, qui suscitent plus d'affect que d'autres œuvres, qui touchent davantage la sensibilité